Le Cameroun dispose, selon les experts, d'un potentiel forestier capable de contribuer à hauteur de 20% du produit intérieur brut. État des lieux de la production, commercialisation et exploitation de nos forêts, la rédaction de stratégie campe le décor et invite sur le plateau un expert pour apporter plus de clarification. C'est le menu de ce magazine Stratégie, dont voici d'abord le sommaire avec Anissé Simon. Réalisez vos objectifs en regardant Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Issue d'une grande famille, cette étoile est née pour briller très tôt. Talentueuse et ancrée dans son époque, elle passe une riche adolescence mouvementée. Dotée d'une voix caressante qu'elle n'a cessé de parfaire, elle fait le bonheur de ses auditeurs. Face à l'épreuve, elle a fait de son fardeau un cadeau du ciel. Passionnée et ambitieuse, son savoir-faire l'a emmenée au-delà de son pays natal. Aujourd'hui, directrice de sa propre société de production, elle a la voix qu'on aime entendre. Elle est la master, Laura Dave. Ayez l'envie, l'endurance, la passion et vous ferez une place au soleil. Stèle longuement brassée pour une maturité parfaite. Au sommet de votre magazine ce mois, nous vous tendons une branche d'opportunité. Bienvenue dans l'univers des forêts locales à travers la richesse de ces essences de bois. Qu'en est-il de la transformation du bois et de la commercialisation des meubles made in Cameroun? Pourquoi les Camerounais préfèrent-ils les meubles importés? Nous avons mené l'enquête. Et d'une branche à l'autre, on vous en dira plus sur l'exploitation, la transformation et la commercialisation du bambou et du rotin au Cameroun. Une niche d'opportunités encore mal exploitée. Et sur le plateau de Bertrand Didier Bouga, Baudelaire Kémajou, artisan des forêts, coordonnateur du programme d'appui à la gestion durable des forêts communales, directeur du centre technique de la forêt communale du Cameroun, nous dira tout sur les trésors cachés de ce secteur d'activité. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Nous recevons sur ce plateau, en qualité d'invité grand témoin, M. Baudelaire Kémajou. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous êtes le directeur du centre technique forêt communale. Vous êtes notre invité pour ce plateau consacré, je l'ai annoncé, à la production, la commercialisation et l'exploitation du bois camerounais dans son ensemble. On va voir avec vous quelles sont les possibilités pour rendre ce bois beaucoup plus concurrentiel, mais surtout densifier son exploitation pour que le Cameroun puisse en profiter. Mais d'abord, faisons connaissance avec vous, notre invité, Baudelaire Kémajou. Je l'ai dit, vous êtes directeur du centre technique forêt communale. Vous avez un master en diagnostic économique des firmes, pour ce que j'ai retenu de votre dense CV, pour ne pas en dire plus. D'abord, le centre des techniques forêt communale, qu'est-ce que c'est? Le centre technique de la forêt communale, c'est un outil technique pour les communes forestières du Cameroun, donc, qui conçoit des projets, renforce des capacités à la fois techniques des élus, mais également des techniciens communaux, recherche des financements pour accompagner les communes dans toute la problématique forestière, dans la maîtrise d'ouvrage des projets forestiers. Peut-on savoir à quel niveau vous vous situez aujourd'hui? Nous sommes en fin d'année 2018. Ne nous refaites pas, ne donnez pas tous les chiffres, n'est-ce pas, de ce que vous faites. Mais dans le cadre de ce projet, quel est l'état des lieux? L'état des lieux, c'est qu'au bout de 10 ans, notamment du projet, nous avions classé presque 1 500 000 hectares de forêt qui sont sortis du domaine national pour le domaine privé des communes. Donc c'est des décrets, donc ça représente 52 décrets pris par le chef de l'État pour déclasser notamment des forêts du domaine national aux forêts. Et après, nous avions accompagné les communes techniquement, mais aussi financièrement, pour l'élaboration des inventaires forestiers, des aménagements forestiers, jusqu'à ce que les communes puissent identifier des partenaires d'exploitation pour valoriser. En réalité, vous savez, dans des zones forestières, la forêt représente près de 80% des ressources budgétaires, notamment des communes. Et les projets que nous avions mis en place
avec des communes ont permis de multiplier par 4, par 5 les comptes administratifs de certaines communes et aussi parfois par 20 les ressources propres des communes. Non seulement ça garantit une gestion durable sur la durée, sur 30 ans, mais également ça renforce aussi l'autonomie financière des collectivités. Ça, c'est pour l'autonomie financière des communes dans le cadre de leur budget. Et je voulais même souligner que nous sommes là dans une matérialisation de la décentralisation que le Cameroun est en train d'implémenter. Mais si nous revenons au sujet qui nous préoccupe, est-ce que le fait que les communes puissent elles-mêmes maîtriser leur patrimoine forestier, pour le nommer ainsi, veiller à l'exploitation, à la transformation, j'espère, est-ce que cela participe à donner à notre bois local toute sa valeur, son importance, son utilisation, mais également donc des qualités pour le vendre à l'extérieur? Oui, effectivement, vous me permettrez de revenir sur l'importance du secteur forêt dans le document de stratégie, notamment la lutte contre la pauvreté. Ce document accorde une place importante à la forêt, que ce soit en termes d'accroissement des recettes de l'État, mais également en termes de création d'emplois. Si vous prenez l'environnement national, notamment forestier au Cameroun, ça représente presque 19,5 millions d'hectares de forêt au Cameroun. Sur les 19,5 millions d'hectares, il y a environ 17,5 millions d'hectares exploitables. Et dans ces forêts, le Cameroun regorge environ près de 165 espèces d'essences forestières. Voilà, d'essences forestières. Et à peine 30%, notamment de ces essences, sont exploitées et je veux dire, en tout cas, sont sollicitées sur le marché international particulièrement. Et les 17,5 millions d'hectares en tout cas représentent autour de 41% donc de la superficie nationale du Cameroun. Et aussi, vous savez, dans l'exploitation forestière, dans la valorisation des produits forestiers, il y a à peine 20%, notamment, je veux dire, du bois. Quand on coupe effectivement un arbre, à peine 20%, je veux dire, est récupéré. C'est-à-dire près de 80% abandonnés en forêt ou bien effectivement dans des rebuts, je veux dire des sillages. Et ça, c'est ce que je peux vous donner effectivement comme information sur l'environnement en termes de potentiel. Mais également, le secteur forestier, ça représente environ 25 000 emplois formels et près de 600 000 emplois informels. Voilà, M. Kémajou, vous voulez, par cette description, nous indiquer que le potentiel forestier camerounais est énorme. Et là, on peut voir à travers les chiffres de l'exploitation de l'industrie du bois au Cameroun qu'on a 25 000 emplois formels pour 600 000 non formels à travers 200 unités industrielles au Cameroun. Cela apporte certainement une contribution au produit intérieur brut camerounais. Oui, effectivement. Sur ces entreprises du secteur formel, ces entreprises génèrent environ 750 milliards de chiffre d'affaires par an, avec une valeur ajoutée de près de 450 milliards de valeur ajoutée et une marge brute de 157 milliards. Et la contribution de ce secteur formel, qui est quand même mesurable et quantifiable au PIB, représente autour de 3,7% du PIB. C'est passé de 1,7 à près de 3,7% du PIB. C'est appréciable, on peut améliorer ou on est déjà à un niveau de satisfaction? Oui, je pense qu'on peut améliorer parce que je pense aussi sous-estimer parce que ça, c'est des données qui sont quantifiées et vérifiables. Et comme vous savez qu'au niveau du Cameroun, le marché national représente près de 900 000 en termes de besoins, 900 000 mètres cubes de bois débité par an. Et sur ce marché, il y a près de 700 000 mètres cubes qui évoluent dans le secteur informel et près de 225 000 mètres cubes, je vais dans le secteur formel. C'est pour que vous voyez la place notamment du secteur informel dans le marché, je veux dire, intérieur bois. Donc je pense aussi que c'est aussi pour cette raison que l'État, à travers le marché intérieur bois, est en train de vouloir intégrer, je veux dire, ce secteur formel vers le secteur formel afin de renforcer la contribution de ce secteur au PIB national. Nous allons donc poursuivre ce magazine en votre compagnie. Merci pour ces premières explications qui nous permettent de bien comprendre quelle est la situation réelle de la production et de l'exploitation du bois au Cameroun. Mais le Camerounais lambda, comme on a l'habitude de le dire, lui s'intéresse davantage au bois qu'il consomme, pour le dire ainsi, ou alors sur le fauteuil sur lequel il est assis. Je n'ose pas vous demander chez vous quel est le bois. Les meubles qui sont chez vous dans vos domiciles, c'est des matériaux locaux? Oui, c'est des matériaux locaux en bois. Donc, et puis à la fin du processus? Bon, parfois, vous savez, le problème, donc je pense qu'on reviendra peut-être sur ça, le problème du marché local national, c'est que les bois au niveau du marché national, du marché local, c'est des bois de mauvaise qualité. Donc, et aussi,
la finition. Il y a des problèmes notamment de finition. Ça veut donc dire que si vous voulez effectivement des produits de qualité aujourd'hui, c'est parfois des produits importés malheureusement. Mais je pense qu'il y a des efforts, qui sont faits, qui doivent être faits, en tout cas pour pouvoir renforcer, l'offre locale en termes de produits. Voilà. Écoutez, je vous invite à voir quel est l'état des lieux pour ce qui est de l'offre locale dans ce reportage qui va suivre. Nos reporters sont allés à la rencontre des fabricants locaux des meubles en bois pour toucher du doigt le processus de fabrication et de commercialisation de ces meubles qu'on doit bien nommer Made in Cameroun, qui font face malheureusement à la concurrence des meubles en bois importés, exposés eux très généralement dans des showrooms de luxe. Alors, que vaut l'industrie de fabrication locale et de commercialisation des meubles en bois au Cameroun? Excuse des réponses avec Estelle Nyangono, Brice Fotso et Arnaud Ndal. Palais des Congrès de Yaoundé, du 26 avril au 5 mai 2018, la 6e édition du Salon international de l'artisanat du Cameroun bat son plein. L'initiative est celle du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. La thématique choisie pour cette autre édition est l'artisanat africain et le commerce équitable, enjeux et perspectives. L'ambition, permettre aux artisans, acheteurs et visiteurs de procéder à la vente, à l'achat des objets artisanaux, de nouer des contacts et même de signer des contrats d'affaires. Un événement festif, populaire, culturel, touristique et surtout économique ouvert aux créations des 700 artisans présents et dont ceux œuvrant dans le secteur du bois. Il y a des chaises, il y a des salons royaux, il y a des objets de décoration, et des lampes, presque pour le décor quoi, à la maison. Je suis sur le bois depuis plus de 35 ans. Depuis de 35 ans, dans la sculpture du bois. Bon, hier, le bois, parce que mon père était menuisier, je suis né, je crois, avec ça dans le sang. C'est ça mon inspiration. En venant exposer leur savoir-faire au SIAC, ils espèrent faire entendre leurs cris afin que leurs conditions de travail précaires s'améliorent. Nos essences sont ignorées. On calque seulement ce que les Occidentaux ont pu connaître, les douciers, les bibliades, mais il y a beaucoup d'autres essences de bois qui sont très formidables, mais que nous ignorons jusqu'à présent parce que ce n'est pas inscrit dans la série des bois qu'eux ont répertoriés. Dans notre activité, ce qui nous manque vraiment, c'est au niveau du financement, parce qu'on travaille, vous voyez comment je suis un peu vieux, mais il n'y a pas de financement au niveau de l'industrie pour agrandir, pour que ça devienne des sociétés. Cette initiative gouvernementale a donc pour but de permettre aux artisans de profiter de l'ancrage sur le territoire que procure la décentralisation afin de développer leurs activités, de mieux se faire connaître et de promouvoir leurs œuvres tant sur le plan national qu'international. Une vision appuyée par le ministre de tutelle. Il y a 3 innovations majeures sur le plan commercial. C'est le fait qu'on fasse désormais une politique des filières. Sur le plan des ventes, on peut vendre naturellement comme une vente classique. On peut aussi acheter ou vendre en ligne depuis le salon. Et enfin, il y a un stand de l'innovation qui récompense les meilleurs objets qui sont dans ce salon. Et on ne regarde pas d'où vous venez. L'essentiel, c'est que vous soyez petit de talent. Des actions qui viennent en complément à l'ambition de l'administration publique camerounaise dans la consommation du Made in Cameroun. Des récentes données font état d'une consommation à hauteur de 40% du mobilier fabriqué localement par l'administration publique, comme annoncé par le Premier ministre lors de la présentation du programme économique et financier du Cameroun aux députés le 25 novembre 2014 à Yaoundé. Au travers de cette décision, l'État entend donner une impulsion à la transformation locale du bois camerounais
qui continue d'être exporté majoritairement sous la forme de lamcier ou alors en grume, malgré les dispositions réglementaires interdisant cette dernière pratique. Cependant, cela demeure insuffisant car le secteur bois ne contribue qu'à 4% du produit intérieur brut camerounais. Pourquoi les meubles camerounais ne sont pas assez consommés localement? Pourquoi les consommateurs ont-ils une préférence pour les meubles importés? Qu'en est-il de la qualité et du coût de ces derniers? Stratégie est allée à la rencontre de cette branche d'opportunités. Un petit tour dans le centre-ville de la capitale Yaoundé suffit pour faire le constat. Des magasins de vente de meubles importés tapissent le décor urbain. Des meubles venus des 4 coins du monde exposés dans de luxueux showrooms. Un indicateur de la bonne santé de ce secteur. L'architecture de ces espaces de vente savamment décorés pour certains par des affiches invitant les usagers à découvrir différentes expositions a de quoi faire languir plus d'un. Malgré nos multiples démarches, nous n'avons pas eu l'autorisation d'y accéder avec nos caméras. Cependant, grâce à des vidéos de promotion de ces espaces piqués ça et là sur Internet, nous pouvons néanmoins vous présenter la brochette des prix. Pour un salon de 6 places, il faudra débourser la somme de 375 000 francs CFA. Un lit adulte coûte environ 395 000 francs et le lit enfant lui coûte environ 421 000 francs CFA. Pour un canapé, la somme ici varie entre 164 500 et 342 000 francs CFA. Pour un canapé d'angle, le prix affiché est de 495 000 francs CFA. Et pour un fauteuil de type Kiriko, il faudra compter environ 98 500 francs CFA la pièce. Malgré des coûts plutôt élevés, les affaires dans ces industries de commercialisation des meubles importés se portent plutôt bien, car la clientèle ne désemplit pas pour plusieurs raisons. C'est pas une impression, mais c'est mon avis. Alors, le meuble importé ou fait localement, je choisirais et je préférerais, je pèse mes mots, le meuble importé. Parce que les finitions ne sont jamais celles qu'on ressent. À partir du moment ici au Cameroun, si vous voulez, en Afrique, on prend un meuble, on a toujours à faire des retouches après l'avoir acheté localement. Un choix assumé par bien de consommateurs, à l'exemple de ce cabinet d'études entièrement meublé par du mobilier importé. Esther Ngong, assistante comptable, nous confie les raisons de ce choix malgré leur coût élevé. Un choix de mobilier importé parce que nous accordons de l'importance à la qualité du meuble. Et puis, dans le cas particulier de notre entreprise, on voulait ouvrir assez rapidement et on n'avait pas assez de temps pour, je dirais, passer une commande à un technicien de mobilier. Donc. Comme partout ailleurs, l'argument de la qualité est brandi par bien de consommateurs pour justifier leur choix. Pour y voir clair, nous sommes allés à la rencontre des artisans locaux. Loin des précieux espaces de vente des meubles importés, nous nous rendons au quartier Olozoa, non loin du centre-ville de Yaoundé. Sur cette route très fréquentée, le décor aux abords ne passe pas inaperçu. Des meubles s'offrent à voir et à toucher à tous les coins de rue. Un gigantesque showroom à ciel ouvert. On estime à environ 900 artisans nichés en ce lieu pour un chiffre d'affaires annuel qui atteint le milliard de francs CFA, selon l'association de menuisiers et de tapissiers de la dite rue. Salon, salle à manger, lit, commode à la portée de toutes les bourses témoignent de l'importance de l'activité de fabrication et de commercialisation de meubles en ce lieu. Pour cette salle à manger, faite à base de bibolo, de tissu et de marbre, la somme à débourser est de 650 000 francs CFA. Pour ce lit adulte,
Il faudra compter 180 000 francs CFA et pour le lit enfant, le prix affiché est de 100 000 francs CFA. Pour ce garde-manger, la somme à débourser est de 150 000 francs CFA et enfin 60 000 francs CFA pour cette table basse. Les artisans, malgré les équipements rudimentaires dont ils disposent et le peu de qualifications, ont acquis une certaine notoriété leur permettant de répondre à la demande de meubles de consommateurs du Gabon, du Congo et de la Guinée équatoriale à partir de Kiosi. Pour toucher du doigt l'étendue de cette activité commerciale, nous faisons la rencontre d'Emmanuel Adibé, propriétaire de cet espace d'exposition. Bonjour madame. Adibé Emmanuel. Lit, matelas, coiffeuse, classeur, salon, toute qualité. Matelas, toute qualité. Et à la mezzanine. Vous voyez ici, là, ce qui vous arrange. On peut monter en haut, vous voyez aussi. Ok. Ça, c'est également lit. Vous allez m'excuser, la plupart des choses sont vendues, il faut remplacer. Ici, c'est lit en Bubinga, avec sa coiffeuse. Là, c'est le nouveau modèle de lit à étage, avec escalier. Tous ces escaliers sont les tiroirs aussi. Nouveau modèle. Bon, il y a une salle à manger, également les salons. Bon. Pour le moment, certains lits sont vendus, il faut remplacer. Les enfants sont déjà en train de faire la finition. Ma force est surtout sur les commandes. Parce que chez moi, les commandes sont priorité. Ici, nous avons les penderies, 3 battants démontables, tout ce que vous voulez. Nous avons des coiffeuses universelles pour beaucoup de modèles de lits. D'origine nigériane, ce chef d'entreprise est tombé dans la fabrication locale des meubles en bois très jeune par les bons soins de son tuteur, auprès de qui il a appris et travaillé pendant 10 ans. Nous travaillons par contrat. Voilà. Bon, si peut-être à la longue, un patron ou un monsieur vient se présenter chez vous, j'aimerais que vous me donnez votre enfant, il est brave, je le vois, il peut travailler. Ok. Si j'accepte, parce que mon cas, j'ai accepté, mais mon père avait refusé et j'étais obligé de fuir parce que là, je suis parti d'une manière, mon père n'avait pas voulu. Bon, voilà. Parce que moi, j'avais décidé une chose, c'est soit d'être prêtre, soit, bon, c'était mon premier choix. Bon, si à la longue, l'école, le séminaire ne m'a pas envoyé, je perdais le temps, j'ai dit, ok, si vous voulez, je vais changer, je vais être commerçant. Ça, c'est mon deuxième choix. Et ça a marché. Je suis donc venu. Il est vrai qu'il était venu d'une manière, peut-être c'est comme vous dit là-bas, c'est parce que vous venez retrouver là où vous allez. Hein. On vous dit que non, je veux l'envoyer à l'école, je veux l'encadrer comme mon enfant. Pour arriver ici, c'était peut-être l'esclavage. Bon, voilà. Et pour être ici, nous étions au nombre de plus de 12 ou 14 qui ont servi le même patron. Peut-être nous étions 3 ou 4 qui ont réussi. Donc ça, c'est la patience. C'est la patience de connaître, donc avoir d'abord la crainte de Dieu. Parce que là, face à une situation, le marché, l'argent, la vie dehors, tu es exposé. Bon, si tu es vraiment un croyant qui a la crainte de Dieu, voilà, tu peux t'en sortir. Moi, j'étais quelqu'un, on était au nombre que bon, nous, on se lavait 2 fois par semaine. On se lavait 2 fois par semaine. Tu n'es pas d'accord? Allez. Bon, dans le temps, là, c'est vrai ce qu'on te disait dans le temps. Si tu n'es pas d'accord, si tu viens, tu dois te soumettre. Si tu n'es pas d'accord, ça, tu as fait 1, 2, 3 ans. Ça veut dire que, allez, balance ce que tu as travaillé, tu as perdu. Mais si tu peux être patient, tout ce que tu sais que tu ne vas pas mourir, c'est tout. Mais pour la nourriture, nous mangeons sans problème. On est encadré sans problème. Mais ce qui concerne la vie, au cinéma, nous, on ne connaît pas. Au stade, on ne connaît pas. Tout ce que c'est travailler. J'ai travaillé chez ce monsieur peut-être pendant 9 ans. On avait un contrat de 10 ans. Au cas où il a dit de rentrer, quitter le Cameroun. Allez, on est tous partis.
Dans les 9 ans, il m'a donné 150 000. Une formation sous fond de servitude qui, 30 ans plus tard, porte ses fruits au regard du chiffre d'affaires mensuel estimé au moins à 8 millions de francs CFA dans cette PME qui emploie 4 personnes. Je suis venu à Yaoundé en 1995 avec 350 000. Voilà, j'ai commencé la vie. Bon, c'est quoi donc ce que j'ai appris, c'est lui? Parce que s'il me laissait le temps là de jouer ma vie, ça veut dire que l'argent là était rien. Mais quand dans le temps là je ne connaissais rien, je vais aller où? Je sais que entrer là où je peux dormir, sortir le matin, chercher comment je peux chercher une boutique, je vais ouvrir, c'est comme ça. Là, j'avais l'argent, j'avais mon fonds qu'il m'a donné, mais je mangeais une fois par jour. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas que je gaspille cet argent, voilà ma vie là. Donc, ça c'est que j'ai ma vie à main, voilà ça à main, il ne faut pas que je lâche, il ne faut pas que je blague avec. Jusqu'à, et Dieu écoutait ma prière, j'ai trouvé une boutique en Vongbi. J'ai commencé la vie. J'ai commencé à employer les gars, et amener aussi les gars de chez moi, comme on m'avait amené. Tous les 3, 4 premiers gars sont tous bien aujourd'hui là. Il y a moins 2 à l'étranger, il y a même d'autres ici. Peut-être que je vais vous amener, il y a d'autres ici là. Il est bien. Il se marie déjà bientôt, mais c'est un monsieur, hein. Il est bien plus que moi. Et c'est ce que je souhaite. Quand tu traînes un enfant, il faut qu'il devienne plus que toi. Bon, maintenant, je suis avec les Camerounais. Voilà. Le petit là, bon, il est petit de corps, mais c'est un monsieur déjà. C'est un Camerounais, l'autre c'est un Camerounais. Ils sont tous bien maintenant. Bon, maintenant je les prends aussi comme le contrat. Voilà, on travaille. Je veux aussi les faire devenir quelqu'un. Ils sont sur mes contrôles et sur mes charges. Au niveau de chiffre d'affaires, bon, je peux déjà estimer. Parce que nous tournons à crédit. Je peux avoir un chiffre de 1-2 millions de francs qui tournent couramment. Le bois étant un matériel naturel, vivant et d'une grande longévité, il se décline en de nombreuses essences dont l'exploitation exige des compétences et des techniques multiples. Pour les connaître, Emmanuel déroule sous l'œil de notre caméra les différents métiers liés à l'activité. Il y a les packs à bois partout. Nous achetons, nous partons à la machine. Nous avons nos sculpteurs, maison. Nous avons, bon, nous travaillons n'importe quelle machine, hein, parce que la machine peut être en panne et il faut aller dans d'autres machines, travailler, bon, pourvu que le client est servi. Ici, nous sommes dans l'atelier de production, de fabrication et de transformation de bois. Par exemple, les lits que vous avez vu à l'exposition, voici comment ça commence. Vous voyez comment les pieds sont formés. Bon, voici monsieur le chef d'atelier, monsieur Raoul, bonjour. Oui, voici le chef d'atelier, mon partenaire, quand on travaille ensemble, celui qui s'occupe de la machine et celui qui s'occupe des achats de bois. Et il vient me rendre compte là-bas à l'exposition. Vous voyez les dépôts qui sont en haut là. Il y a des propriétaires dans ce dépôt. Il y a des essences de bois. Chaque bois a une valeur. Il y a des bois de 5 000 la planche. Il y a même jusqu'à 14 000, 15 000. Bon, nous faisons ceux qui sont... Bon, on travaille selon la commande et le choix de bois que la personne a demandé, que le client a demandé. Bon, nous avons beaucoup de modèles de meubles, de lits, bon, et autres que nous faisions. Et la majorité des modèles, moi principalement, je les crée. Pas mon imagination, quoi. Puisque ça fait pas quand même 2 jours que je suis dans la misère. Je peux m'inspirer d'un meuble pour en créer un autre. Par exemple, le modèle que vous voyez là, qui est encore en pièces détachées. Je peux réaliser au moins 8 en un mois. Ici, les travaux dont les gens payent le bois au dépôt, ils amènent pour qu'on usine ça pour eux. Donc, enfin, ils amènent ça à l'atelier pour monter, pour faire les montages. Pour dire les manœuvres de la machine, donc rabouter le bois, scier, donc mettre ça en état de montage pour donner les formes de ce que le menuisier veut fabriquer. Ça, c'est la machine à rabouteuse, c'est une machine combinée. Il y a la motrice, ici la rabouteuse. Au niveau de là, on a la scie et le toupie, la toupie.
Un travail à la chaîne qui valorise le savoir-faire en matière de fabrication locale des meubles au Cameroun. Cependant, ce travail ardu n'est pas sans difficulté. Le secret dans le marché, c'est d'être honnête. Bon, je préfère vous donner un délai que je suis sûr de finir. Et si vous êtes trop pressé, je préfère vous laisser partir. Parce que là, par exemple, ça c'est la commande d'un monsieur. C'est la commande d'un monsieur. Bon, ce qui fait maintenant, chacun a son secret. Pourquoi? Parce que nous savons que on dit que les techniciens sont malhonnêtes. Mais chez moi, c'est plutôt les clients qui me déçoivent parce que tu finis le travail de client, tu l'appelles, il ne vient pas. Peut-être que tu as mis ton argent, ton fonds dedans, tu attends qu'il retire pour que tu utilises, tu l'appelles, il ne vient pas. Voilà, parfois. Donc, je préfère garder cette idée parce que, au lieu de que mon nom se gâte, je préfère que c'est le client qui me déçoit. Voilà. Si les endroits sont vides parce que j'ai beaucoup d'argent calé, tous les livres qu'on est en train de faire en bas, là, ce sont les commandes. Je préfère mettre mon argent dedans en prenant un retour. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, je suis marié, j'ai 6 enfants. 3 garçons, 3 ils sont tous à l'école. Et ces enfants aussi sont mes enfants également, jusqu'à fin de contrat. Je les nourris, je les héberge, je m'occupe de tout, leur habits, leur santé, tout. Comme mes enfants à la maison, en tout, j'ai 8 enfants. Moi et ma femme, j'ai 10 têtes à nourrir. Hormis les employés, comme vous voyez, les papiers sont collés là, je dois payer mes impôts, je dois payer... Tout ça, on fait avec la vie, hein. Ça fait ça. Bon, ok. C'est ça les charges. Et le plus chargé, c'est quoi? De prier chaque matin. Hein? Et prier chaque soir. Son retour le matin, c'est bien. Le marché ne passe pas. Hein? Et puis, on ne le laisse pas exposer. On ne laisse pas exposer. Normalement, chaque commerçant doit payer ses impôts. Mais la façon de demander est vraiment, on ne te laisse pas un temps. Et en plus, on ne demande pas si tu vends ou tu ne vends pas. Il y a moins de plus de 5 impôts à un seul magasin, c'est beaucoup. Afin de relever ce secteur d'activité, Richard Moïo, président de l'association des menuisiers et tapissiers d'Olésiois, égrène leur chapelet de besoins. On veut le site. Ce qu'on demande à l'État, c'est le site. On avait quand même travaillé avec l'État pour avoir un site dans la zone industrielle à Maxil. Ça n'a pas eu lieu. Le Banque mondial a nous soutenir. Ça n'a pas eu lieu, mais à cette fois-ci, on est en train d'appeler au gouvernement camerounais que la transformation, la deuxième transformation, la troisième transformation de bois, ça fait en sorte qu'améliorer les conditions des techniciens de Cameroun, de Olésiois en particulier, que l'État compte sur nous, en nous donnant le site et le matériel, comme l'équipement de transformation de bois lequel le Banque mondial a donné, que ça n'est pas à notre disposition. Le bois est une essence précieuse dont l'exploitation génère des dividendes énormes. Cependant, son exploitation abusive est la cause de nombreux effets, dont les changements climatiques, d'où la nécessité d'exploiter des essences qui se génèrent plus rapidement, à l'exemple du bambou et du rotin. Voilà pour ce reportage proposé par notre équipe de rédaction. Et vous aviez commencé à le dire un peu avant, M. Kémajou. Nous parlons, et on a pu le voir donc, le problème, le reproche principal fait aux matériaux en bois de fabrication locale est celui des finitions. Pourquoi on a ce problème? Qu'est-ce qui justifie cet handicap? C'est une question d'absence de technologie Je pense que cela est lié d'abord à un choix politique. Si vous voulez avoir effectivement des chiffres, le Cameroun exporte environ 1 700 000 m3, 1 400 000, autour de 1 700 000 m3 de bois en grume. Et en débité, près de 900 000 m3 en tout cas de bois débité, 700 000 m3 de bois débité, 675 000 m3 de bois débité sur le marché extérieur. Et au niveau du marché local, c'est-à-dire en termes de bois débité, ça représente près de 900 000, je veux dire environ 900 000 m3 de bois débité.
Et sur les 900 000 mètres cubes de bois débité, il y a environ 700 000 mètres cubes qui sortent du secteur informel et 225 000 mètres cubes du secteur formel dans des trucs du sciage. Et vous savez, le Cameroun importe, en termes de produits d'importation du bois, ça représente 4%, 4,5% de l'importation du Cameroun, la valeur, notamment des produits en bois dans le volume. Donc il y a une question de volonté politique. Voilà, il y a déjà une question de volonté politique. Mais cette volonté, effectivement, a commencé à trouver un certain nombre de réponses. Parce que depuis un certain temps, depuis je crois plusieurs années, le gouvernement camerounais a eu à interdire l'exportation des bois en grume, tout en réservant un certain nombre d'essences, parfois des essences de promotion. Les quotas ont été définis. Voilà, et les quotas ont été définis et encadrés. Et à telle enseigne qu'aujourd'hui, le Cameroun exporte presque 90% en tout cas de grumes sur le marché asiatique et l'essentiel notamment de ces débités sur le marché européen. Et on a constaté aussi une montée en puissance des unités de transformation. Donc, et cette montée en puissance des unités de transformation pour satisfaire la demande locale, que ce soit en contreplaqué, sur des besoins en termes de construction. Et cette demande locale, c'est une demande qui n'est pas très exigeante. C'est aussi une demande moins argentée. Pourquoi? Parce que quand vous voyez effectivement le marché camerounais, les plus fortunés, les plus argentés, quand ils veulent des produits de qualité, c'est parfois des produits d'importation. Et tout simplement pourquoi? Parce que les structures que vous avez présentées tout à l'heure, c'est des structures qui font des efforts, mais il y a des besoins d'investissement très importants. Pour pouvoir fabriquer effectivement un bon meuble, il faut qu'il y ait des unités de séchage, qui sont des unités qui coûtent excessivement cher. Mais là encore, M. Kémajou, on a donc déjà une première avancée pour ce qui est de la volonté politique. Elle évolue, elle s'affirme un peu plus. Il faut donc que l'industrialisation, de façon concrète, se mette en œuvre. C'est ce que vous essayez de décrire. Oui. Et qu'est-ce qu'on doit faire à ce niveau-là? Je pense que vous aviez vu effectivement le dialogue entre l'État et le secteur privé. Je pense que les contraintes que le secteur privé a eu à émettre, je veux dire au gouvernement, dans le cadre notamment de ce dialogue, c'est les mêmes contraintes que vous retrouvez dans le secteur de forêt. Vous savez, on a eu à interdire, je veux dire, l'exportation d'un certain nombre, on a fixé un certain nombre de quotas. Il y a eu des industriels qui avaient investi, donc il fallait faire une reconversion, notamment de leurs unités industrielles, pour pouvoir mettre en place des unités de première, seconde et troisième transformation au niveau local. Parfois, il y a ces investissements, mais l'accès à la ressource. Il faut des facilités au niveau de l'État également. Il y a des facilités au niveau de l'État, mais également l'accès à la ressource, parce que les ressources se font rares en termes de bois légal. Pourquoi? Tout simplement parce que ces unités industrielles, quand elles transforment, elles vont approvisionner le marché européen ou bien le marché asiatique. Et le marché européen est devenu très très exigeant en termes de qualité, en termes de traçabilité, de légalité, avec des normes. Donc ça veut dire que ça limite, je veux dire, la capacité en tout cas de ces investisseurs pour pouvoir valoriser ces produits au niveau local. Et l'un des aspects à ne pas négliger dans cette chaîne de production, c'est la ressource humaine, c'est l'expertise, c'est la capacité technologique. Est-ce que nous avons au Cameroun je veux parler de nos menuisiers, je ne connais pas tous les métiers de cette chaîne de production au niveau de la ressource humaine. Est-ce que nous avons des compétences? Au moment où on aura cette volonté politique un peu plus affirmée, des investisseurs qui mettent au plan technique le matériel nécessaire, est-ce qu'on a la ressource humaine disponible? La ressource humaine disponible, est-ce qu'on a la technologie? La technologie, je ne crois pas. Donc, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus des créations, des IUT, des instituts universitaires de technologie, comme celui de Balmayo, pour former des ingénieurs de travaux en bois, que ce soit ceux qui vont faire des traitements, notamment de bois, parce que pour pouvoir mettre de la matière première, je veux dire, à ces unités industrielles que vous avez présentées, il faut traiter le bois. Et on a la formation effectivement des transformateurs, notamment de bois qui se met en place. Il y a des lycées techniques avec des filières de menuiserie qui se mettent en place. Mais aussi ce qu'on constate, notamment dans la plupart de ces unités, c'est qu'il y a cette volonté politique, mais en termes d'infrastructure. Je veux dire, pour pouvoir permettre, je veux dire, aux jeunes d'avoir accès, je veux dire, à ce savoir, il y a ce déficit en termes d'infrastructure. Mais aussi, je pense qu'à l'école polytechnique, je veux dire, de Yaoundé, à un moment, il y a eu des initiatives, je veux dire, dans ce sens, pour pouvoir renforcer les capacités de nos opérateurs dans ce domaine. Je pense que ça, c'est des efforts qui doivent être faits. Et vous l'avez dit aussi pour ce qui est de la qualité. Je ne vais pas vous reposer la question. Il est donc évident que nous n'avons pas des meubles de d'excellente qualité, capables de faire concurrence à tout ce qui est fait à l'extérieur. Mais est-ce que dans l'encadrement du secteur, est-ce qu'il n'y a pas plus de meubles importés qu'il ne devrait en avoir au Cameroun pour laisser quand même la place
à nos producteurs locaux d'avoir une meilleure visibilité, même s'ils n'ont pas le même niveau, ils ne donnent pas le même niveau de satisfaction. Et tout à l'heure, moi, je vous parlais effectivement de choix politiques. Vous savez, il suffit que le président de la République, parce que c'est le sommet de l'État, décide qu'il n'y aura plus d'exportation au niveau du bois green, et qu'on transforme tout le bois des Camerounais au niveau local. Les gens doivent s'y mettre. Puis aujourd'hui, quand vous voyez dans le secteur de la transformation, vous voyez certaines entreprises turques qui font dans la fabrication des meubles, qui s'installent pour pouvoir transformer. Il y a aussi la commande publique. Donc pourquoi on n'interdirait pas dans les administrations publiques, tous ces meubles de bureaux, nous en connaissons qui ont commencé à faire fabriquer essentiellement leurs meubles de salle de conférence et de réunion ici au plan local. Et on peut voir, pour compléter cela, vous dire que le potentiel est énorme et on ne manque pas de qualité de façon absolue, puisque dans les showrooms de luxe que l'on a pu voir et que nos reporters ont constaté, Estelle Nyangon, notre reporter, nous le confiait notamment, il y a là-bas des meubles fabriqués localement qui sont exposés et des gens les achètent pensant qu'ils sont venus de l'extérieur. Comment on fait pour que, moi je voulais les appeler nos artisans, parce qu'il y a là un savoir-faire aussi qui n'est pas toujours celui qui est transmis au niveau de l'école. Comment on fait pour que ces artisans vraiment soient valorisés, qu'on reconnaisse que c'est du Made in Cameroun qu'on trouve même dans un magasin de luxe à côté des meubles qu'on aura fait venir de l'étranger? Oui, et le problème qui s'oppose aux meubles dans le secteur bois, c'est le même problème qui s'oppose à d'autres produits. Si vous entrez dans les supermarchés, est-ce que vous pouvez me donner le pourcentage des produits made in Cameroun, je veux dire sur les gondoles du supermarché? Donc quand je le dis, c'est que c'est qu'il faut qu'il y ait cette volonté politique pour dire de promouvoir le made in Cameroun, pour dire voilà, pour donner un agrément. Je veux dire à un supermarché qu'on fixe un quota, je veux dire des produits made in Cameroun dans ce marché. Pour des entreprises publiques, pour la commande publique, qu'on dise, voilà, il n'y aura plus, je veux dire, de l'impôt des Camerounais qui doit permettre de financer l'emploi à l'extérieur, c'est-à-dire importer, je veux dire, ces bois. Il y a tout cela qu'il faut mettre en place. Mais également, il y a des dispositions en termes d'accompagnement sur le financement de ces opérateurs. La banque, je veux dire, des PME qui a été mise en place. Donc, je pense qu'il va falloir aussi recapitaliser, je veux dire, cette institution, parce que cette institution a des difficultés, je veux dire, en ce moment. Elle n'arrive pas, je veux dire, à satisfaire la demande des opérateurs qui s'approchent. Il y a aussi tout l'encadrement à la fois administratif, réglementaire. Et je peux vous dire qu'au niveau du ministère des Forêts, il y a une direction de la transformation. Et aussi même dans le document, le plan d'industrialisation de l'État du PDI du Cameroun, il y a un volet très important qui concerne la transformation des produits forestiers. Produits forestiers ligneux, des produits forestiers non ligneux. Donc il y a, je vous ai parlé du marché intérieur bois qui va tendre à renforcer, je veux dire, l'offre locale, à diminuer les coûts, notamment de production, par la mise en place des infrastructures communes afin de mutualiser, je veux dire, ces équipements. Ça pourra, je veux dire, renforcer l'offre locale. Et aussi, c'est nous aussi les consommateurs. Donc il est important que nous exigeons, je veux dire, quand nous voulons acheter, je veux dire, nos meubles, que nous exigeons, je veux dire, acheter du produit camerounais. Né à Douala dans le confort, il a quitté ses repères afin de continuer ses études au Canada. Diplômé des meilleures écoles de ce pays, il a fait de l'indépendance financière son credo. À travers les continents et dans son Cameroun bien-aimé, son esprit d'entreprise n'a jamais failli. Presque sans le sou, il crée Mountain Communication, un succès qui fait de lui le précurseur des événements After Work au Cameroun. Aujourd'hui incontournable dans le domaine du marketing direct, il poursuit sa vision. Arrivé au sommet et y demeurer, c'est un master. Il s'appelle Yannick Tanque. Ne renonçons jamais à nos rêves. Notre Afrique a besoin de nous. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite. Vous parlez de produits ligneux, non ligneux, vous parlez de notre richesse forestière. Outre le bois, il y a le bambou, le rotin. Est-ce que c'est la même situation ou alors si on va dans ce segment précis, on va dire que là-bas, la production et l'exploitation se portent mieux? Non, dans le secteur rotin, bon, ça fait partie des produits spécifiques dans le classement du ministère des Forêts, des produits forestiers non ligneux. Et les bambous, les rotins, je vais vous donner effectivement un exemple.
un pays comme la Chine qui est un modèle, notamment dans ce domaine, le marché du bambou de Rotin en termes de production annuelle, c'est près de 20 milliards de dollars, c'est-à-dire près de 10 000 milliards de francs CFA. Donc, le double du budget du Cameroun, ce que le bambou et le rotin rapportent, je veux dire, à la Chine, au produit intérieur au niveau de la Chine. Et au niveau du Cameroun, il y a eu effectivement en 2015 un inventaire de peuplement de ce domaine qui a pu identifier 4 zones de production de ces ressources. Il y a le littoral, dans la zone du Cam, et puis dans le Vouri. Dans la région du centre, il y a le Nyon et So, le Nyon et Fumu, aussi dans la zone de Bachenga. Et dans le sud-ouest, vous avez la zone de Kogné, de Ngouti, de Moudemba et puis de Kumba. Et ces zones-là produisent, en tout cas, il y a un potentiel, ce qu'on a recensé, de près de 2 millions de mètres cubes en termes de bambou rotin dans ces zones. Et aujourd'hui, c'est un marché qui est dans l'informel. Et qui reste à organiser. Qui reste à organiser. On va voir, M. Kémajou, je ne vous coupe pas, mais puisque vous avez déjà suffisamment abordé la question du bambou du rotin, avec cette contribution pour ce qui est de la Chine que vous avez décrite, nos reporters dans les chiffres ramenés nous indiquent qu'en Chine, le PIB chinois compte 6 milliards de dollars par an en termes de contribution au PIB. On vérifiera cela. Et quand vous décrivez cet état des lieux, cette photographie du bambou et du rotin au Cameroun, cela laisse justement voir qu'avec une meilleure exploitation, on peut gagner beaucoup plus d'argent avec ces deux produits. Voyons ce reportage que nous ont ramené nos reporters Estelle Nyangano et Brice Fotso, qui donnent notamment des explications sur ce que l'on pourrait gagner en exploitant encore mieux le bambou et le rotin au Cameroun. Bastos, un quartier huppé en plein cœur de la capitale Yaoundé. Comme généralement en fin de journée, les citadins se ruent en direction de son carrefour célèbre, siège de multiples lieux de vie et de plaisir. Restaurants, cafés et snack-bars se partagent les principales ruelles. Ici, un de ces nombreux restaurants attire notre attention. Tout est presque fait à base de bambou et de rotin. Un choix sublimé par le patron des lieux. Bon, Africa Queen, c'est déjà un restaurant qui fait deux styles européens et africains. Bon, un peu plus africain parce que vous avez vu avec la décoration et tout, donc on essaie de respecter un peu ce côté-là pour qu'on se sente chez nous, qu'on ne perd pas cette culture, à devenir manger dans un endroit comme Bastos et tout ça là. Un peu africain. Pour Pierre-Joseph Patrick Bibillon, gérant de cet espace, ce choix de décoration de type traditionnel corrobore avec l'esprit de retour aux sources. Son originalité le démarque ainsi du florilège de restaurants implantés dans ce quartier principalement occupé par les Occidentaux. Dans le coin, on a plusieurs restaurants un peu chics. On a plein, je ne vais pas citer les noms, on fait plus de sensationnel au niveau de Bastos, juste pour éblouir, appâter les clients. Encore au niveau de chez nous ici, ça peut nous prendre. Mais au niveau des gens qui viennent d'ailleurs, ils n'ont plus besoin de regarder ça, ce même décor-là. C'est un décor où ils vivent dans ce décor tous les jours. Et quand ils arrivent dans un endroit comme ça, ils essayent de voir un peu que c'est naturel, un endroit assez naturel. De la conception à la matérialisation de ce décor, il a fallu 3 mois pour un montant estimé à 4 millions de francs CFA. Et la clientèle ne désemplit pas. La fréquentation est surtout constante. Donc ils aiment bien, surtout dans la zone. Vraiment c'est différent de ce qu'on peut trouver déjà dans les environs. Et quand ils arrivent, ils restent très longtemps. Symbole du ringard quelques décennies plus tard, le mobilier en rotin et bambou opère un étonnant retour dans les lieux de commerce, salons et chambres d'hôtel, dopés par l'engouement pour les meubles en matériaux naturels. Comment le Cameroun gagnerait-il à rentabiliser cette richesse jusqu'ici très peu exploitée?
Comment sont fabriqués ces meubles faits de bambou et de rotin? D'où provient la matière première? Nous avons fait le chemin en direction des essences locales d'un trésor encore mal exploité. Ce matin-là, nous nous rendons au quartier Mokolo où nous rencontrons à la gare routière éponyme Julien Atangana, un artisan exploitant du bambou et du rotin. La quarantaine révolue, Julien travaille le rotin et le bambou depuis 18 ans. De ce fait, il va nous servir de guide circonstanciel dans cette chasse particulière au trésor de la forêt. Après quelques vérifications d'usage, nous embarquons à bord de notre véhicule de fortune. Direction Lobo. Petite localité située à l'ouest de Yaoundé, soit à 37 km de route. Un parcours riche en découvertes, car l'autoroute Yaoundé-Douala en construction s'ouvre à nous. Le temps d'apprécier ce chef-d'œuvre en pleine gestation, nous arrivons enfin dans la commune de Lobo, département de la Leki. Après le petit tour du propriétaire, il est temps pour nous de prendre la route de la forêt pour dénicher le fameux trésor, cette matière première indispensable à la réalisation de ces chefs-d'œuvre. En compagnie de notre guide et munis de nos outils, nous empruntons les chemins serpentés en direction d'une clairière non loin des cases du village. Après une vingtaine de minutes de marche, nous y sommes enfin. Du haut de leur taille impressionnante, jusqu'à 3 mètres pour certaines tiges, la forêt de bambou tutoie les cieux et nous couvre d'un agréable ombrage. Julien s'y sent comme chez lui, il nous balade au milieu de ces géants et nous initie à la connaissance de sa matière première. Le bambou, on peut faire des lits, on peut faire des classeurs, on peut faire des salons, on peut faire tout. Le bambou prend tout comme le bois. Tout ce qu'on on conçut même en Chine, on conçut avec le bambou. Plus loin dans la forêt et toujours en compagnie de Julien, nous entrons après 1 heure de marche dans la forêt vierge de Lobo. Ici, tout semble à l'état sauvage. L'homme n'y a pas mené d'activité. C'est un espace à la végétation luxuriante. La chaleur moite et humide du milieu est propice à la pousse d'essences précieuses, dont le rotin qui s'étire à perte de vue au-dessus de nos têtes. Une fois l'étape de l'identification achevée, s'ensuit celle du transport du rotin obéissant à une technique précise que nous avons apprise volontiers. Il attache lui-même. Il y a un problème. On a mal pris. C'est dans cette forêt luxuriante, encore non inviolée par la main de l'homme, que poussent le bambou et le rotin, des essences naturelles qui seront par la suite transportées vers des usines de fabrication de meubles et autres accessoires de décoration. Comment se déroule leur commercialisation? Je vous invite à suivre la seconde partie de notre reportage. Ne me juge pas comme ça. Nos lianes de rotin en bandoulière, nous faisons le chemin inverse en direction de l'atelier de Julien Atangana, notre artisan,
afin de découvrir les secrets de fabrication des meubles à base de rotin et de bambou. De retour de notre escapade forestière, Julien nous introduit dans son usine à meubles, toujours à Lobo. Pour lui, le choix de ce lieu est loin d'être anodin. Il répond aux besoins de réduire le coût de transport de la matière première vers la ville de Yaoundé et qui varie de 2 000 à 10 000 francs CFA. Les produits sont achetés hors de Lobo, dans tout le Cameroun même presque. Ici, c'est parce qu'il y a la matière, donc il faut essayer de créer une structure pour pouvoir récupérer le matériel qui est en train de se gâter dans les forêts de Lobo, afin qu'on puisse faire quelque chose avec. Dans son atelier de fortune, une panoplie d'objets originaux s'inspirant de catalogues et de l'inspiration de notre artiste meuble le décor. Fauteuil, canapé, tables basses et paniers de formes diverses et variées se côtoient ici. Tenez par exemple, pour la réalisation d'un canapé 3 places, la somme à débourser est de 200 000 francs CFA pour un temps de réalisation de 3 semaines. Pour un salon complet de 7 places en plus d'une table basse, il faudra compter 500 000 francs CFA avec une durée moyenne de fabrication estimée à 2 mois. Les paniers, eux, en fonction de leur taille, varient de 500 à 10 000 francs CFA pour un temps de conception évalué à une journée. Comme c'est une petite agglomération, on ne peut pas se rémunérer dans un salaire mensuel. Plutôt parce que d'autres fois, il faut qu'on produise ici pour remettre sur le marché ailleurs. Donc c'est à partir de là qu'on peut récupérer des bénéfices. Ici, ce qui se passe ici, bon, la localité de Lobo peut prendre selon à la limite de leurs moyens. Cependant, pour trouver la clientèle en abondance, il faut se déplacer vers les grandes métropoles. Des marchés dédiés aux meubles en bambou et rotin s'y trouvent. C'est le cas du marché Mvombi à Yaoundé, où des centaines de meubles en rotin et en bambou originaux, les uns plus que les autres, tapissent le cadre. Visiblement, notre caméra n'est pas la bienvenue ici. Je n'ai pas parlé mal. Attends, écoutez-moi. Écoutez-moi, ne me prenez pas mal. Voilà ce que je dis, n'est-ce pas? Tout simplement, sans faire des problèmes, je ne veux pas être... Parce qu'elle ne veut pas mes élèves me voir ici, là. Comme tu me vois là, c'est moi. Les artisans et autres commerçants paraissent hostiles à toute prise de vue. Au terme de longues négociations, 2 artisans acceptent de s'entretenir avec nous. Osuma et Olama, tous 2 tombés dans l'exploitation du bambou et du rotin dès leur enfance. Tout comme Julien, au quotidien, ils expriment leur génie en façonnant des objets divers à base de rotin et de bambou pour garantir leur survie en même temps que la satisfaction de leur clientèle, très exigeante. Cependant, une variété de difficultés plombe cette activité. Quand le matériel manque, oui, comme tout ce dernier temps qui vient de passer là, on a fait plus de 2 mois sans matériel. Et quand tu expliques ça au client, le client ne peut pas te comprendre facilement. La communauté urbaine, donc les gars nous mettent vraiment mal à l'aise ici. Comment, de quelle manière? En tout cas, ils nous demandent de quitter en bordure de route. Et si nous on quitte en bordure de route, on va aller vendre où? Comme par exemple, à chaque fois quand ils passent, ils nous demandent d'enlever sans bordure de route. Et si ce n'est pas ici, le client va voir ça où? Je vais aller appeler le client en route, d'aller voir peut-être la marchandise au quartier. Donc, il y a aussi la mairie. Parfois, la mairie nous abuse aussi. Parfois, on paye, quand ils arrivent, ils ont toujours tendance à vouloir nous sceller. Peut-être, vous allez voir même par semaine, 2 à 3 groupes qui passent. Quand tu vas dire non, j'ai réglé avec le premier groupe, on va te dire non, et ils ne connaissent pas. Et donc, il y a la communauté urbaine et la mairie, vraiment. Ces gens-là nous mettent mal à l'aise. Et parfois, on rencontre aussi les clients malhonnêtes. Aussi les clients malhonnêtes. Quand il arrive, il te demande quelque chose. Il te demande, peut-être, il te passe même la commande de faire quelque chose. Et après, quand il revient, il te dit non, ce n'est pas ce que je t'ai demandé de faire. Et comme ils ont les relations,
peut-être il t'enferme même, il te retrouve même quelque part. Comme ça, vraiment, ça te fauche le travail. Pourtant, sous d'autres cieux, le bambou et le rotin génèrent des dividendes énormes et sont source de revenus potentiels pour les communautés rurales. Selon le réseau international de recherche sur le bambou et le rotin INBAR, la Chine, qui détient la première place dans ce marché mondial, est en pleine expansion en raison d'un accroissement de la demande en produits respectueux de l'environnement. Pour mettre à profit ce marché lucratif, le gouvernement, en collaboration avec l'INBAR et le secteur privé camerounais, ont entamé des démarches pour valoriser l'exploitation de ces essences. Afin de comprendre ce process, nous sommes allés à la rencontre de Juto, Toussé dite Dufo, point focal INBAR au Cameroun. Comme tout État membre, le but en fait du Cameroun consiste en fait à pouvoir poursuivre dans le cadre de cette arène internationale un certain nombre d'objectifs internationaux, nationaux plutôt. Il s'agit ici de pouvoir vulgariser l'utilisation du bambou et du rotin, de pouvoir s'approprier des techniques d'utilisation du bambou et du rotin en matière de transformation. Je dois dire que le chef de l'État et le gouvernement dans son entièreté, qui fait en fait sienne des orientations du chef de l'État, a pour objectif de pouvoir promouvoir l'utilisation des matériaux nationaux, donc les écomatériaux, comme on les appelle aujourd'hui. Et parmi ces écomatériaux, il y a dans le cadre des politiques nationales ce qu'on appelle des ressources forestières non ligneuses, donc le bambou et le rotin en font partie. Mais il y a aussi dans le cadre d'autres politiques, en matière de politique de l'emploi, de politique des petites et moyennes entreprises, il y a l'artisanat. Donc il y a un artisanat du bambou et du rotin, donc il y a les petites PME qui travaillent dans ce sens. Et il y a aussi un volet qui est un volet formation. Nous avons depuis une décennie formé au minimum 250 personnes, 200 à 350 personnes. Malgré les efforts déployés, l'exploitation optimale du bambou et du rotin au Cameroun a du mal à émerger pour plusieurs raisons. Le Cameroun, de par les appréciations que font les experts internationaux, a, sur le plan artisanal, une activité assez intense, ou je dirais ingénieuse, en matière de créativité. Nous avons des artisans qui sont très créatifs, principalement pour ce qui est du mélange des matériaux, du bambou et du rotin, du bambou et du bois, du rotin et du bois. Donc il y a une certaine ingéniosité qu'il faut saluer. Simplement, il faut aussi le dire, et il faut le noter, que cette ingéniosité-là souffre d'une adéquation avec les outillages, avec les techniques. Donc, nous avons par exemple des difficultés aujourd'hui pour ce qui est du traitement du bambou, du traitement du rotin, des alliages, afin de pouvoir fabriquer des matériaux qui sont des matériaux durables, qui sont des matériaux qui peuvent se vendre et s'exporter à l'extérieur. Toutefois, des solutions sont émises pour une exploitation efficiente du bambou et du rotin au Cameroun. Aujourd'hui, nous avons des métiers bois. Il faudrait allier à côté des métiers bois, des métiers du bambou et du rotin. Ce d'autant plus que le bambou aujourd'hui est considéré comme le meilleur substitut du bois sur le plan international. Il est globalement admis que tout ce que vous pouvez faire avec du bois, vous pouvez le faire avec du bambou. Mais tout ce que vous pouvez faire avec du bambou, vous ne pouvez pas le faire avec du bois. Je peux par exemple vous dire, vous voyez ce siège, si vous allez dans un pays comme le Vietnam, la plupart des cafés ont des sièges en bambou. Comme ça. Une personne avec 120 kg peut s'asseoir ici, je peux vous le dire, vous pouvez l'essayer. Donc il est plus résistant que toute autre chose. C'est du Philostakis. Ce siège a été fabriqué au Cameroun lors de la conférence que nous avons organisée sous le patronage du président de la République en 2016. Donc nous pouvons en faire des milliers. Ça peut servir pour nos écoles primaires, nos écoles maternelles, nos écoles secondaires. Nous avons la ressource, ça créera de l'emploi. Just to give you a round figures, pour vous donner des exemples. Le bambou, le commerce du bambou dans le monde, c'est 76 milliards de dollars. 76 milliards de dollars. Ces 76 milliards de dollars sur le commerce global, la Chine occupe le premier rang avec 36 milliards de dollars. Le commerce international du bambou aussi entre 4 et 10 milliards de dollars. Aujourd'hui, un pays comme la Chine, qui est le premier fabricant de bambou, fait face à une pression énorme en matière de matières premières. Donc, elle recherche des ressources en matières premières.
pour pouvoir alimenter ces entreprises. Et au-delà de cela, nous constatons que la technologie avance très rapidement. Vous avez aujourd'hui une dernière technologie qui est en fait des tuyaux d'adduction d'eau, de conduits de pétrole et autres, à base de bambou. Donc ils sont aussi résistants, sinon plus résistants que le béton, parce qu'il a une capacité de déformation et de rétractation que le béton n'a pas. Le bambou et le rotin constituent des ressources forestières importantes. Le Cameroun gagnerait à se doter des outils nécessaires à la pleine réalisation de son potentiel en matière de production, de transformation et de développement d'une véritable économie du bambou et du rotin. Monsieur Baudelaire Kémajou, nous revenons sur ce plateau après avoir regardé ce reportage qui donne un état des lieux, je n'ose pas dire du potentiel, mais en fait de la richesse que constituent le rotin et le bambou au Cameroun. Et vous avez parlé du chef de l'État qui peut donner le ton, qui peut indiquer la voie. Et on se souvient que lors d'un de ses récents voyages en République de Chine, République populaire de Chine, il a visité justement une usine d'exploitation du bambou et du rotin. On sait également qu'avec le rotin et le bambou, l'on peut aller vers des extensions, je voudrais le dire ainsi, de l'exploitation dans les domaines de la pharmacie et autres. Donc, c'est une richesse. Comment on fait pour que le rotin et le bambou donc, nous permettent de gagner beaucoup, parce que c'est ce qui intéresse les Camerounais, pour que nous sortions de la pauvreté? Oui, pour cela, il faut développer une politique spécifique en direction des bambous rotins. Et je pense qu'en ce moment, il y a l'INBAR, qui est l'organisme international en charge de la promotion et de la vocation du bambou, qui va s'installer au Cameroun, qui vient d'obtenir un accord de siège au niveau du gouvernement camerounais. Et le président de la République, lors de son déplacement en Chine, a été reçu, je veux dire, au siège de cette institution. Et ça va contribuer. Il y a eu un protocole qui a été signé entre cet organisme et l'État du Cameroun sur la valorisation, la recherche, l'enseignement, la formation, les montages, notamment de projets dans ce domaine. Et quand on voit, je vous ai parlé tout à l'heure, en termes de chiffre d'affaires, les bambous rotins ont rapporté à la Chine en 2015 près de 19 milliards de dollars, 19 milliards à 20 milliards de dollars à la Chine. Et quand on voit la déclinaison notamment de ces produits dans le domaine de l'alimentation, sachez que dans des zones par exemple de Kumba, vous trouverez beaucoup de Chinois qui prélèvent, notamment les jeunes pousses, notamment des bambous. L'alimentation, ça permet, je vous dis en Chine, il y a des ragoûts avec des jeunes pousses, notamment des bambous, il y a des desserts, il y a des repas qu'on fait avec des pousses, notamment de bambou. Et ça se consomme, les Chinois le consomment dans des restaurants chinois. Vous aviez sans doute peut-être goûté à certaines, mais que peut-être vous n'avez pas eu à apprécier. J'ai une autre image, M. Kémajou, qui me vient à l'esprit. Je voulais vous laisser continuer, mais vraiment une parenthèse. On entend dire bambou de Chine. Et est-ce qu'il y a une différence? Parce que certains pourraient dire, vous dites qu'on va avoir la même contribution en termes d'exploitation du bambou, alors que ce n'est pas la même essence naturelle, il y a des spécifications différentes. Est-ce que c'est le cas? Non, non, ce n'est pas le cas. Au niveau du Cameroun, il y a certaines pauvretés en termes d'essence. Il y a une diversité d'essences dans ces pays, mais au Cameroun, on retrouve en majorité 3 ou 4 essences de bambou qu'on trouve au niveau du Cameroun. Je disais tout à l'heure, dans le domaine de l'alimentation, c'est très important. Dans le domaine du textile, il y a des fibres, notamment de bambou, de la cellulose dans le bambou, qui permet effectivement de fabriquer des vêtements de haut de gamme, que ce soit dans ces différents pays. Dans le domaine de la construction, quand vous voyez des immeubles, je veux dire en Chine ou bien en Asie, c'est fait, je veux dire l'échafaudage, c'est fait avec du bambou. Et aussi même la construction de ces maisons, c'est en bambou et aussi en rotin. Et aussi c'est des maisons de très très bonne qualité. L'ameublement, que ce soit en termes de décor, de décoration de des maisons, des tables, des chaises, des lits en bambou. Il y a dans le domaine de la construction, je vous ai parlé effectivement de ça, il y a aussi dans le domaine cosmétique. On parle du domaine cosmétique. Dans le domaine cosmétique, il y a des feuilles, notamment des feuilles de bambou. Rien ne se jette
Dans le bambou. Dans le bambou. Des feuilles de bambou, ça permet de faire des produits, des parfums. Est-ce que vous direz que c'est un véritable or vert? C'est un véritable or vert, mais que nous ignorons, je veux dire, l'importance. Il est donc important, en tout cas pour ceux qui veulent développer, je veux dire, cette filière, c'est cela pour se rapprocher auprès du ministère des Forêts. Il y a une direction de la transformation et une sous-direction qui s'occupe uniquement de la promotion de ces produits, peuvent avoir beaucoup plus d'informations, d'encadrement, d'accompagnement auprès du ministère. Et je peux vous le dire, il y a un certain nombre de communes. J'ai eu à organiser en 2015 le déplacement d'un groupe de maires camerounais en Chine pour voir ce que les bambous peuvent rapporter, je veux dire, aux communes, si les communes s'engagent notamment dans cette dynamique. Et depuis un certain temps, il y a plusieurs communes qui sont engagées notamment dans cette dynamique. Et l'objectif, c'est d'utiliser, je veux dire, ces bambous à la fois pour restaurer nos terres, pour lutter contre le changement climatique. Ça peut servir d'alternative, je veux dire, au bois, aux produits forestiers ligneux. Donc, c'est un peu ce que je peux vous dire concernant la L'une des questions, M. Kémajou, que nous avons laissé de côté, même si on l'a effleuré, est celle de la qualité. Maintenant que nous avons vu ces reportages et vous avons suivi dans toutes ces explications, comment on va organiser, on va s'assurer que la production locale obéit à des normes de qualité qui rendent donc nos produits concurrentiels? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que à ce niveau-là, c'est le ministère de l'Industrie, à travers l'Agence des normes et régulations? Quel est le dispositif pour que nous assurions également que nos produits sont compétitifs? Vous savez dire que le secteur forestier, c'est-à-dire que ce soit des produits forestiers ligneux ou bien produits forestiers non ligneux, c'est un secteur très normé. C'est-à-dire de l'exploitation, il y a des normes d'exploitation, il y a déjà même des normes d'inventaire avant d'arriver à l'exploitation. Il y a des normes de production aussi au milieu? Des normes d'inventaire. Parce que vous êtes à l'inventaire, voilà, des normes d'aménagement, des normes d'exploitation, des normes même de production. Et c'est juste pour vous dire que, par exemple, sur le marché européen, il y a certaines exigences qu'il faut obtenir des certificats de légalité dans le cadre du processus qu'on appelle le processus FLEC, pour conclure la légalité notamment des bois. Et au niveau national, je pense que la norme est en train de développer des normes pour des produits, je veux dire, locaux sur le marché national, que ce soit des charpentes, je veux dire, en bois, de l'ameublement, je veux dire, en bois, et autres aspects. Mais la difficulté qu'on a sur cette question de qualité, c'est un peu ce que nous avions vu tout à l'heure, sur les questions d'investissement de ces opérateurs. Pour pouvoir produire des produits de très bonne qualité, il faut que ces produits soient bien séchés, parce qu'il y a des normes en termes de séchage. Et les investissements pour s'équiper en termes de séchoir, ces investissements parfois très lourds, qui ne sont pas, je veux dire, à la bourse, à la portée, je veux dire, de ces petits opérateurs. Il est donc important de voir comment mettre en place peut-être des clusters, de mutualiser, je veux dire, ces moyens d'investissement. Et puis je pense que le rôle de l'État est très important dans ce sens. Et je crois que les projets portés par le marché intérieur bois, si ce projet se concrétise, je veux dire, finalement, permettra de mettre à la disposition, je veux dire, de ces opérateurs tout ce genre d'équipement pour pouvoir leur permettre de produire des produits de très bonne qualité. Monsieur Kémajou, nous allons vers la fin de cette édition du magazine Stratégie. Merci encore pour toutes vos explications. Deux questions pour sortir. La première, en revenant à la gestion des communes, à leur accompagnement, chose que vous faites dans le cadre du Centre technique forêt communale. Est-ce qu'aujourd'hui, la redevance forestière annuelle se porte comme il faut? C'est-à-dire qu'au moins, au niveau des communes, le bois est exploité comme il devrait, les recettes sont bonnes et sont reversées à destination des biens et services communaux qui devraient être mis en place. Oui, je pense que... Vous avez vu le sourire, je ne sais pas pourquoi, mais vous savez que la redevance forestière annuelle, on en parlait. Ouais, c'est un sujet de polémique. Et à raison, tout simplement pourquoi? Parce que si vous voyez la dernière actualité, où on a amputé une bonne part de la redevance forestière qui revient aux communautés, pour pouvoir reverser une partie, je veux dire, aux communes et une autre partie aux agents des impôts. C'est-à-dire, on a appauvri les populations riveraines, ceux qui ont la responsabilité. Pourtant, la RFA est destinée à profiter à la communauté. Aux communautés. Donc, c'est-à-dire, il y a une bonne part qui est captée par les agents des impôts, je veux dire, pour l'entretien. C'est quand même terrible. Nous avions eu à protester, nous avions même eu des réunions au niveau de la primature, des réunions interministérielles, mais je pense que cette voix n'a pas été entendue. Mais je pense que cette redevance forestière, elle est très importante, je veux dire, pour les communes et puis pour les communautés. Et je vous ai parlé effectivement des communes forestières où les ressources budgétaires issues notamment des forêts, que ce soit des redevances forestières ou bien d'autres produits forestiers, représentent près de 80% du budget de la commune. Et nous avions mis en place
le projet des forêts communales pour pouvoir permettre aux communes d'être autonomes, de ne pas trop attendre la redevance forestière, mais de générer au niveau local leurs propres ressources. Et ces projets qu'on a mis en place, je vous ai dit tout à l'heure, ça a permis de classer presque 1 500 000 hectares sortis du domaine national pour le domaine privé. Ça permet aux communes de tirer énormément de ressources dans leur forêt. Je vais vous prendre un exemple. Une commune qui a une forêt communale de 30 000 hectares, on divise sur 30 années, sur 30 assiettes annuelles de coupe. Parce que la commune a la responsabilité d'exploiter une assiette annuelle de coupe par an. Donc ça fait 1000 hectares. Et avec un taux de prélèvement de 2 à 3 arbres à l'hectare, ça rapporte dans certaines communes près de 100 millions de francs CFA par an sur ces prélèvements. Mais ça garantit une gestion durable au moins sur 30 ans. Tout à fait. L'objectif, c'est qu'au bout de 30 ans, que la commune revienne, je vais dire, sur la première assiette. Nous sommes encore globalement dans une problématique de gouvernance transparente et efficace que nous devons continuer à en mettre en œuvre. Je vous posais 2 questions. La seconde, maintenant, M. Kémajou, est celle de savoir justement quelle estimation, quelle projection vous faites à votre niveau sur la contribution du secteur bois dans son ensemble au produit intérieur brut dans une description idéale. C'est-à-dire que si tout ce que nous avons dit, volonté politique, dispositifs technologiques, accompagnement, si tout était mis en place, et on vient d'évoquer les questions de gouvernance, si tout cela était mis en place, qu'est-ce qu'on pourrait espérer? Une estimation en termes de contribution annuelle, hein, par exemple, du secteur bois au PIB camerounais. Je pense qu'il y a un potentiel de près de 15 à 20% donc du PIB, c'est le secteur bois. Si on valorise effectivement le bois, si on exploite toute la chaîne de valeur, que ce soit dans le domaine des produits forestiers ligneux et des produits forestiers non ligneux, aussi même en termes d'emploi au niveau local. Puisque comme vous voyez des investissements, je prends pour le cas des communes, des investissements que les collectivités locales des zones forestières font avec des ressources générées par des produits de la forêt communale, l'essentiel notamment des investissements sur la commune est fait, je veux dire, par ça. Donc comme vous voyez au niveau national, dans ce que ça peut apporter, je veux dire, comme contribution. Donc je pense qu'il y a un potentiel énorme qu'il faut exploiter. Il faut faciliter l'investissement. Il faut mettre en place des outils qui accompagnent les différents opérateurs dans ce domaine. Il faut renforcer, je veux dire, la formation et aussi l'organisation. On est heureux que des pays, je veux dire, comme la Chine, des structures comme INBA et aussi d'autres partenaires du Cameroun, comme l'Union européenne, puissent apporter, je veux dire, un appui du Cameroun pour pouvoir le faire. Il n'y a pas seulement l'exploitation, mais il faut qu'on pense aussi à la régénération. Parce que si nous voulons garder une économie durable, il faut préserver nos forêts. C'est pour cette raison que le centre technique, avec ses communes forestières, nous lançons à partir de janvier une vaste campagne de reboisement dans des zones de savane de près de 1400 hectares avec des partenaires de l'Union européenne et de l'État du Cameroun dans près de 17 communes pour permettre à ces communes qui n'ont pas, je veux dire, de bois, mais de créer des forêts par plantation. L'objectif, c'est, pendant qu'on prélève les bois dans des zones de forêt dense, que dans des zones de savane, que ces savanes puissent engager des activités de reforestation, mais également dans des zones de savane, qu'on puisse les prélever, les transformer, mais aussi qu'on pense, je veux dire, à cette régénération, à cette replantation. Et ça fait partie d'un des objectifs du gouvernement à travers le plan national de reboisement. Voilà. Merci M. Baudelaire Kémajou d'être venu sur ce plateau de stratégie. Parlez avec nous de cet or vert que constitue le bois et tous les autres produits forestiers ligneux et non ligneux qui sont donc aujourd'hui un investissement, un secteur important pour notre pays. Vous avez donné moult explications et avec vous, on a bien compris que notre industrialisation et donc l'aménagement de nos communes, de notre pays, va passer par la bonne exploitation du bois et de tous ces autres produits dérivés. Merci encore d'être venu échanger avec nous et de nous avoir apporté votre expertise. Oui, vous me permettrez effectivement de vous remettre un certain nombre de documents qui sont les publications du Centre technique de la forêt communale. Je peux vous remettre ce document, ça donne des informations sur la répartition des RFA. Donc, je pense que c'est un sujet qui vous intéresse énormément. Tout à fait. Donc, avec des codes parts de ces communes. Et ça, c'est un document publié par le Centre technique de la forêt communale avec l'appui d'un partenaire de la GIZ. Je vois également que vous avez là des partenaires institutionnels, voilà. Le ministère de l'administration territoriale à l'époque, le ministère des Forêts, le ministère des Finances. Le ministère des Finances. Et il y a ce document qui a été publié par l'Union européenne avec le ministère des Forêts. En tout cas, c'est sur les accords. La PV-FLECT. La PV-FLECT. Ouais. Et vous savez aussi que il faut exploiter, il faut transformer, il faut produire, mais il faut penser, je veux dire, à une gestion durable, donc à la protection et aussi au reboisement. Donc le Centre technique a publié avec l'ANAFOR cette petite fiche technique qui est un module
qui donne des informations sur l'itinéraire, notamment de reboisement, les coûts à l'hectare, que ça qu'on soit en zone de savane ou bien en zone de forêt dense. Donc c'est un document très, très intéressant. Merci. Et je vous donne aussi ce document, c'est un document de capitalisation sur nos activités, sur les 7 dernières années de nos activités, publié par le Centre technique de la forêt communale, que vous pouviez le retrouver aussi sur notre site web du Centre technique. Et nous publions aussi une revue qui est semestrielle sur nos activités. Donc ça, c'est une revue donc, du Centre technique. Et pour vous permettre d'avoir une idée sur la richesse notamment des forêts camerounaises, sur les différentes essences, il y a ce document qui a été publié par le Centre technique avec l'appui des partenaires de la coopération dans le monde et puis de la coopération canadienne. Ça vous donne française également. Voilà, et française. Ça vous donne directement des informations sur toutes les essences qu'on peut retrouver dans des forêts communales avec toutes leurs caractéristiques physico-chimiques, donc, et aussi même leur utilité, leur utilisation, que ce soit en termes d'ameublement, de construction. Je pense que cette documentation permettra à notre équipe de continuer cette réflexion et sensibilisation sur l'exploitation de l'or vert qu'est le bois camerounais. J'ai envie de dire que vous nous avez apporté de l'or vert aujourd'hui. Voilà. Sur papier. C'est du bois. Ouais, c'est du bois, voilà. Merci encore, M. Kémajou, d'être venu sur notre plateau. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs, à vous qui avez regardé cette édition du magazine Stratégie, notez le rendez-vous dans un mois sur votre chaîne de télévision. Mais permettez-moi de dire merci à Anissé Simo qui a coordonné l'équipe rédactionnelle et Alain Fongue qui a conduit ici au Hilton Hôtel de Yaoundé toute l'équipe technique. À bientôt. Bonsoir. Vous avez regardé Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Né sous un toit modeste, il a été un enfant imaginatif et spirituel. Sa rude formation au petit séminaire a bâti en lui la rigueur et le goût de l'excellence. Partout où il a été, il a pris l'initiative. Ce visionnaire ne s'est jamais contenté de rêver, il a toujours transformé ses projets en réalité. Quand il lance Comme News, magazine unique en son genre au Cameroun, il fait preuve d'une audace et d'un goût de risque dont seuls les leaders sont capables. Créateur du quotidien de l'économie, un autre de ses succès, lui c'est le master, Thierry Ekouti. Ne vous contentez pas de travailler, réinventez-vous chaque jour. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite. Ça, je